Ce qui vient à moi depuis longtemps sous le nom de l'écriture, de la déconstruction, du phallogocentrisme, etc., n'a pas pu ne pas procéder de cette étrange référence à un ailleurs. L'enfance, l'au-delà de la Méditerranée, la culture française, l'Europe finalement. Il s'agit de penser à partir de ce passage de la limite. L'ailleurs, même quand il est très près, c'est toujours l'au-delà d'une limite. Mais en soi, on a l'ailleurs dans le cœur, on l'a dans le corps. Et c'est ça que veut dire l'ailleurs. L'ailleurs est ici. Si l'ailleurs était ailleurs, ça ne serait pas un ailleurs. L'écriture est finie. L'écriture est finie, ça veut dire de toute façon, dès qu'il y a inscription, il y a nécessairement sélection, par conséquent, effacement, censure, exclusion. Et quoi que je dise maintenant de l'écriture, de ce thème, comme vous disiez, de l'écriture, qui m'a occupé de façon un peu privilégiée de toute ma vie, si on peut dire. En tout cas, depuis que j'écris, c'est la question de l'écriture qui travaille ce que j'écris. Quoi que je dise ici, maintenant, dans un temps si bref et dans ce décor un peu étrange et artificiel, ce sera sélectif et fini, et par conséquent, autant marqué par l'exclusion, par le silence, par le non-dit, que par ce que je dirais. Vous êtes en train, vous, d'écrire, c'est-à-dire d'inscrire des images que vous allez à votre tour, comme on dit, monter, éditer, comme on dit dans ce pays, c'est-à-dire sélectionner, couper, coller. Et donc on est en train, de façon très artificielle, de préparer un texte que vous allez, vous, écrire et signer. Et moi, je suis là une espèce de matériau pour votre écriture. Hein. Alors, comme matériau pour l'écriture de ce film, le matériau doit parler un peu de l'écriture et de la biographie. J'ai pu, dans un contexte très déterminé, dire que j'écrivais pour rechercher une identité. Moi, j'ai plutôt été intéressé par ce qui rend impossible l'identité, par la perte de l'identité. Et quand, dans Circonfession ou dans le monolinguisme de l'autre, j'ai parlé d'une autobiographie impossible, parce que, au sens classique du terme, parce que l'autobiographie, au sens classique du terme, implique au moins que le je sait qui il est, s'identifie avant d'écrire ou suppose une certaine identité, la possibilité de dire je dans une certaine langue est en effet liée à la possibilité d'écrire en général. Il y a des événements qui consistent à dire je, dire moi, mais ça ne veut pas dire que le moi, comme tel, existe et soit jamais perçu comme présent là. Qui a jamais rencontré un moi, hein? Pas moi. Le fantasme identitaire dont vous parliez tout à l'heure, il naît de cette inexistence du moi. Si le moi existait, on ne chercherait pas, hein, on n'écrirait pas. Si donc on écrit des autobiographies, c'est parce qu'on est mu par le désir et le fantasme que de cette rencontre d'un moi qui enfin serait ce qu'il est. Si quelqu'un arrivait, si moi j'arrivais à identifier cette identité de façon assurée,
Naturellement, je n'écrirai plus, je ne marquerai plus, je ne tracerai plus, et d'une certaine manière, je ne vivrai plus. Je ne vivrai plus. L'impatience des poissons, ce que je pense, c'est la patience et l'impatience des poissons, de ces poissons-là. Ils ont non seulement été arraisonnés, emprisonnés, mis sous verre, mais de même espèce. Je me sens poisson ici, c'est-à-dire obligé de figurer devant la vitre, derrière une vitre, devant un regard. On me fait attendre le temps qu'il faut. Et souvent, je me demande quelle est leur expérience du temps. Je l'imagine quelquefois infernale, c'est une image de l'enfer. En tout cas, chaque fois que je suis devant un animal qui me regarde, une des premières questions que je me pose au sujet à la fois de la proximité et de l'infinie distance qui nous sépare, c'est le temps. Nous vivons dans le même instant et pourtant ils ont une expérience du temps absolument intraduisible dans la mienne, quoi. Et en plus ils sont comme moi soumis patiemment, impatiemment au bon vouloir des maîtres. La première remarque concerne mon étonnement de me trouver ici dans ce lieu que vous avez choisi, qui est un ancien musée des colonies, qui est très beau et qui me rappelle peut-être que je suis une sorte de produit colonial ou post-colonial, si vous voulez. Que quoi que je dise, quoi qu'il m'arrive, j'appartiens à une certaine histoire des colonies françaises. Alors, de cette manière, tout ce que je fais, que j'écris, ou que j'essaie de penser, a une certaine affinité de synchronie avec la postcolonialité. J'ai grandi dans un pays, l'Algérie, où il fallait apprendre à s'habituer, mais on ne s'habitue à rien, à s'habituer à ce que tous les lieux, et en particulier les lieux divins, les lieux de culte, en raison de l'histoire coloniale et précoloniale récente, est-ce que tous les lieux de culte soient en quelque sorte appropriés, expropriés, réappropriés, désaffectés, réaffectés. Ce qui fait que, par exemple, la grande synagogue où pour les jours de grandes fêtes, mon père m'a mené avec mon frère, était une ancienne mosquée qui gardait tous les traits physiques d'une ancienne mosquée, est devenue synagogue. Et je sais que après la décolonisation et l'indépendance, elle est redevenue mosquée. Lieu de passage, temporalité provisoire, désaffecté, ce qui veut dire défunt, d'une certaine manière, avec ce goût de ruines précaires, ce qui n'est pas si mal pour des lieux divins, comme si les lieux étaient prêtés en quelque sorte. Pas comme Dieu dit aux Juifs, ceci n'est pas votre terre, ceci est ma terre et ce lieu vous est prêté. Eh bien, les synagogues, les mosquées, les églises, tour à tour, avec la violence naturellement d'expropriation que vous imaginez, tour à tour se prêtaient, se retirer et par conséquent se laisser hanter
par la mémoire d'une autre religion et d'un culte qui a dû s'exercer dans les mêmes lieux, qui restent impassibles comme lieu, mais qui ont vu passer, naturellement, et entendu tant de prières en tant de langues, toujours au Dieu un, unique. Il se trouve que je me trouve dans, et je ne suis probablement pas le seul, dans cette situation de émigré ou immigrant marane clandestin, invisible, sans papier, et qui, depuis cette situation, qui n'est même pas une situation, qui n'est pas un lieu, qui est un non-lieu, depuis ce site sans lieu, traverse, et non sans amour, des lieux comme ceci. Vous vous identifiez depuis des années maintenant à cette figure de Maran, qui est ce juif espagnol du XIVe siècle et qui continue à pratiquer sa religion en secret pour échapper à la persécution, après être converti au christianisme. Je ne connais pas, de façon en quelque sorte objective et scientifique, ma filiation et les origines de ma famille. Et si je suis tombé amoureux de ce mot qui est devenu comme une sorte d'obsession qui réapparaît en effet dans tous mes textes, dans la plupart de mes textes de ces dernières années, c'est parce qu'il renvoie à ces origines supposées judéo-espagnoles, mais aussi parce qu'ils disent quelque chose d'une culture du secret. Et naturellement, la question du secret m'a toujours beaucoup occupé, alors indépendamment de ma question juive en quelque sorte, elle m'a occupé non seulement en rapport avec l'inconscient, avec la dimension politique du secret, le secret étant ce qui résiste à la politique, ce qui résiste à la politisation, à la citoyenneté, à la transparence, à la phénoménalité. Partout où on veut détruire le secret, la garde du secret, il y a une menace de totalitarisme. Le totalitarisme, c'est finalement le secret broyé. Tu vas avouer, tu vas confesser, tu vas dire ce que tu as dans le ventre. Et donc, la mission secrète, discrète, du Maran, c'est d'enseigner le secret, que le secret doit être gardé, doit être respecté, que le secret doit être respecté. Qu'est-ce qu'un secret absolu? Donc cette question m'a obsédé tout autant que celle de mes supposées origines judéo-espagnoles. Et elles se sont croisées, ces deux obsessions, dans la figure du Maran. Peu à peu, je me suis mis à m'identifier à quelqu'un qui porte un secret plus grand que lui et auquel il n'a pas lui-même accès. Comme si j'étais un Maran de Maran, c'est-à-dire un Maran séculaire, un Maran qui aurait perdu jusqu'à l'origine juive et espagnole de son maranisme, une sorte de Maran universel. فرقوا مكان في ظني La rythme avec le fond de Lili Larbassi, c'est pas mal. Bien. École normale supérieure sur fond de Lili Larbassi. Voilà, j'ai passé 30 ans de ma vie là, entre le temps d'études et le temps d'enseignant. 30 ans, là, dans cette maison.
J'ai enseigné dans cette salle là derrière aussi pendant 20 ans. La salle du San là derrière. La salle qui fait le coin. Voilà, cette salle là. Avant d'enseigner boulevard Aspa, j'ai enseigné là, dans cette salle. Tous les mercredis de 5h, même chose. J'enseigne depuis à peu près 30 ans, tous les mercredis à 5h. J'avais ouvert la première séance en prononçant sans autre contexte et sans phrase « pardon ». Un seul mot, pardon. Un pardon doit-il être nommé et même entendu, audible, visible, phénoménal en un mot, ou au contraire, secret, silencieux, muet, tu, indicible, inapparent, solitaire. Autrement dit, devrait-il y avoir ou non une théâtralité, une mise en scène, voire une obscénité possible de la scène du pardon? Celui-ci doit-il se présenter ou doit-il, au contraire, se retirer? Allons donc voir au théâtre, nous y sommes, allons voir et entendre. Acte 1, scène 1, des personnages, 4 hommes, ils sont tous, d'une façon ou d'une autre, ces hommes, des hommes de confession chrétienne et protestants. Les 4 personnages présents, je rappelle, Hegel, Mandela, Clinton et Tutu, en savent tous un brin sur le pardon, l'amnistie, le parjure, le repentir, la réconciliation, et nous les écouterons témoigner. Mais le rideau n'est pas encore levé, on entend une voix off avant de recommencer, et elle parle allemand, bien sûr. Je prends d'abord Hegel à la lettre. Le mot de la réconciliation, das Wort der Versöhnung, non pas le mot réconciliation, mais le mot de réconciliation, c'est-à-dire le mot de la réconciliation. Autrement dit, le mot par lequel on engage la réconciliation, par lequel on offre la réconciliation en tendant la main, le premier. Donc, le mot de la réconciliation, c'est l'acte, le speech act, par lequel d'un mot, en parlant, d'un mot qui est une parole, on entame la réconciliation, on offre la réconciliation en s'adressant à l'autre. Ce qui veut dire au moins qu'avant ce mot, eh bien, il y avait la guerre et la souffrance et le traumatisme, la blessure. Alors nous dirions, selon le bon sens même, et le plus irrécusable bon sens, que seul un vivant ou une vivante est blessé, peut recevoir et ressentir une blessure, même si c'est une blessure dite mortelle qu'il ou elle souffre, une blessure qui, au futur, entraînera fatalement la mort. Donc, lésion, coup, plaie, traumatisme, balafre, coupure, écorchure, éraflure, mutilation, incision, excision, circoncision, toute blessure imaginable n'atteint un tissu vivant qu'en y laissant, du moins dans son moment propre, une cicatrice. Et même si blessure est une figure biologique pour parler d'un mal ou d'une souffrance psychologique, ou morale ou spirituelle, comme on dit,
fantasmatique, eh bien, il n'y a de sens au pardon et à la réconciliation que là où la blessure a laissé ou a pu laisser un souvenir, une trace, donc une cicatrice à guérir ou à apaiser, à penser. Parler, ce serait commencer à se réconcilier, même si, et Hegel ne l'ignorait pas, même si on est en train de déclarer la haine ou la guerre, ou de s'injurier, ou de s'insulter, ou de se blesser, dès lors qu'on parle, dès lors qu'on se parle, un processus de réconciliation est en marche. Alors comment recommencer et parler à tout le monde à la fois? Comment singulièrement et universellement? De plus, la question comment s'adresser à plusieurs, à plus d'une singularité, pourrait dessiner la croix du pardon, la croix même du pardon. Alors, entre en scène Nelson Mandela. Moi, je connais Jacques depuis 69, je crois. Et m'est venue l'idée d'écrire une sorte de petit essai. Et j'ai envoyé ce petit texte à Jacques, que je ne connaissais pas. Et j'ai reçu une réponse qui m'a beaucoup étonné. D'abord, j'étais stupéfait parce qu'il me montrait qu'il avait déjà lu les quelques petits articles que j'avais publiés avant. Alors j'étais étonné, mais j'étais touché aussi. Je me rappelle donc que dans cette lettre, il y avait cette phrase je vous ai lu déjà, je sais pas, et je savais que nous devions nous rencontrer un jour ou l'autre. Alors, quand tu imagines, j'avais 29 ans, que bon, l'effet de recevoir cette lettre de quelqu'un qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, enfin qui était quand même déjà, qui s'imposait vraiment devant. Et il y avait ça, et puis il y avait aussi que la lettre contenait en même temps des choses que je ne saurais plus citer par cœur, mais je suis très certain du contenu, sur le plaisir qu'il y avait pour lui à trouver des correspondances dans un monde, une époque où il se sentait seul, enfin, qui avait des côtés très, je ne sais pas comment dire, obscurs, difficiles, enfin bon, il y avait ces aspects. Ça m'a surpris d'ailleurs, qu'il témoigne une sorte de sentiment de solitude. Je ne sais pas, peut-être c'était à un moment comme ça, il se sent... Ouais, je sais bien que c'est aussi arrivé à d'autres moments, bon, mais ça a dû tomber aussi à ce moment-là. Alors il y avait ça. Et puis il faut que je dis que j'avais été frappé comme d'autres par ces textes, mais je dois surtout dire que c'était beaucoup plus et même autre chose qu'un effet de texte remarquable. Ces textes étaient les premiers textes qui m'apprenaient au fond qu'il y avait une philosophie en train de se faire. Il se trouve que moi j'ai une grève du cœur, et jusqu'à aujourd'hui encore, je n'ai jamais rien écrit en particulier sur cette grève. L'ensemble des motifs de la greffe, de l'immunité, de l'auto-immunité, puis d'ailleurs on pourrait dire aussi entre les deux de la prothèse, parce que d'ailleurs la greffe est une forme de prothèse. Au début, c'était surtout, en effet, la greffe. La greffe a été un des mots, une des figures et un des concepts majeurs de Derrida. Et tout cet ensemble correspond à cet axe qui est peut-être, au fond, l'axe majeur de son travail. C'est-à-dire, on pourrait l'appeler l'axe de l'hétérogène en général. L'hétérogène qui est dans le rapport de soi à soi, au fond. Tout part de là chez lui, tout part de là dans la voie du phénomène,
l'hétérogénéité au cœur de la supposée idéale homogénéité du soi ou du sujet. C'est certain que l'amitié ne peut que comporter une part silencieuse, une part qui est vraiment indépendante de tout discours, et en particulier peut-être du discours philosophique, parce qu'il est certain que, c'est pas que Jacques et moi, on n'a pas échangé beaucoup de propositions philosophiques depuis 30 ans, hein, même vraiment peu, hein, très très peu. Je sais pas, ça arrive peut-être comme ça de temps en temps, mais c'est toujours vite fini. Enfin, c'est évident que les choses là se passent entre les textes, bon, ça passe pas par la parole. This year, the seminar of this year consists in analyzing in what way the Christian schemes are prevailing in the world, even beyond the Christian cultures, even in Japanese, India, and so on. In a culture in which Christianity is present and sometimes dominantly present, and I try to understand what's going on. My language is marked by a number of Christian seals, so to speak. Seals. It is sealed. Well, Christian means also Jewish, in a certain relation to Judaism, to Islam, so what I call Abrahamic tradition. So Abraham is, my discourse is sealed by this complex Abrahamic tradition. My friend Jean-Luc Nancy is preparing a book entitled Deconstruction of Christianity, Deconstruction du Christianisme. And I know, for having read some pages of short text that he published on this subject, that he also thinks, like me, that in fact we cannot escape purely and simply what we call Christianity. That it's in the name of Christianity that we get rid of Christianity. Okay? The death of God, for instance. Death of God is a Christian thing. Okay? Nothing is more Christian than that. Okay? So perhaps what's going on today in the world, under the name of what I call mondial Latinisation, worldwide Latinization, or worldwide Christianization, if you want, is a sort of self-deconstruction of Christianity. Ces étagères n'étaient pas là. Il y avait donc une table là et c'était mon seul lieu de travail. En dehors des... ce que j'appelle un peu le magasin, c'est des textes de moi en plusieurs exemplaires, ou des traductions, etc. Il y a quelques grands corpus philosophiques. C'est comme ça, c'est une stratification qui s'est faite de façon empirique. Hein. Par exemple, Hegel est là, Heidegger est là, Husserl est là. Le sublime fait référence à ce qui est juste sous le... oui, à la fois haut et sous. Il y a un côté comment dire,
sous-marin, souterrain et sous-céleste dans ce lieu, et en même temps, c'est le plus haut possible. Donc, je ne peux pas justifier ce mot qui me paraissait commode. Donc, je l'appelais mon sublime. C'est aussi le lieu de la sublimation, le lieu de la retraite, de l'écriture, où je me retire en m'élevant à peu de frais. C'est une cachette, quoi. Une cachette sublime. Je jette par le haut, voilà, au fond. Le sublime, ça veut dire ça aussi. Parce qu'on refoule vers le haut aussi. On peut refouler vers le bas, refouler vers le haut. Et refouler par le haut et sublimation, c'est souvent un peu la même chose. Mais vous vous refoulez aussi par le bas parce qu'il y a cette cabane dans le jardin. Je refoule de tous les côtés. Je refoule par le haut, par le bas, à droite, à gauche, devant et derrière. Ouais. Tout ça, ce sont des papiers. Des papiers, c'est-à-dire des courriers ou seulement des Non, manuscrits? pas des courriers, des manuscrits, je ne sais pas si vous pouvez entrer là. C'est un... En disant chaque fois qu'un jour je mettrai des travaux d'étudiants aussi, ou des thèses, ou des manuscrits, que je ne jette à peu près rien. Donc, comme il n'y a plus de place à la maison, Mal d'archives, c'est une... Ce dont nous parlons, c'est de ça. L'idée que ça, déjà, d'une certaine manière, vit sans moi, de toute façon, ça vit sans moi, déjà, appartient à l'expérience de cette accumulation. Il s'agit d'accumuler des choses qui n'ont pas besoin de moi. J'ai besoin de choses qui n'ont pas besoin de moi. C'est ça l'amour aussi, c'est ça le désir, de traces qui se passent de moi, qui s'accumulent en se détruisant, enfin qui se... les cendres. Partout où l'inscription laisse une marque dans le corps et une marque qui travaille, je dirais, à l'inconscient, qui n'est pas simplement justement une mémoire, une remémoration consciente. Partout où ce que j'ai appelé la trace porte au-delà de la présence et de la conscience, d'une certaine manière, elle nous renvoie à quelque chose comme une circoncision. En ce lieu, il n'est pas n'importe lequel, c'est-à-dire ce qui entoure le pénis, qui est en même temps donc un lieu de désir, d'érection. Il est évident que l'écriture, comme écriture du corps, trouve là son lieu, un événement dans lequel le sujet dissymétriquement reçoit la loi, avant même de parler, avant même de choisir son appartenance. Il est marqué par la communauté, et quels que soient les mouvements de dénégation, d'émancipation, de libération qu'il pourrait éventuellement avoir à l'égard de cette communauté, cette marque demeure. Alors il y a des équivalents, mon hypothèse c'est qu'il y a des équivalents, mais sur ces équivalents, il y aurait de longs discours à faire, il y a des équivalents dans chaque culture. Et là, on pourrait parler d'une sorte de circoncision métaphorique, allégorique, tropique. Mais partout où il y a, c'est en tout cas ce que j'essaie de marquer, partout où il y a traces, coupures, incisions, inscriptions, marques dans le corps, on retrouve une figure de la circoncision. Ce qui veut dire aussi que dans tous les textes où je parle, et c'est-à-dire tous les textes, de marques, de dates, de shibboleth, de traces, d'inscriptions, un signe est fait du côté de la circoncision, et même de ma circoncision.
J'accumule au grenier mon sublime document, iconographie, notes, les savantes et les naïfs, les récits, des rêves, ou les dissertations philosophiques, la transcription appliquée des traités encyclopédiques, sociologiques, historiques, psychanalytiques, dont je ne ferai jamais rien sur les circoncisions dans le monde, et la juif, et l'arabe, et les autres, et l'excision en vue de ma seule circoncision, la circoncision de moi. Alors, je souhaite qu'on lise ça, que ce soit lu. Oui. Alors, maintenant, j'enchaîne. D'une part, le mot sublime. Et sublime signifie à la fois ce qui se trouve justement au-dessus et près du ciel. Et en même temps, le lieu d'une sorte de sublimation vers lequel je montais ou montais tous mes rêves d'écriture. Et dans lequel, en effet, j'ai accumulé pendant des décennies du matériau, des textes, des documents, en vue de ce grand livre sur la circoncision dont j'ai su dès le départ que je n'écrirais pas. En tout cas que je ne pourrais pas y mesurer un texte satisfaisant. Pour des raisons contingentes sans doute, mais aussi nécessaires. C'est que le projet était si illimité, d'une part, que il aurait fallu écrire un livre plus grand que le Sublime lui-même, c'est-à-dire en 200 volumes. Et d'autre part, et ça c'est la raison non contingente, parce que c'était comme un livre sur l'ombilic de mes rêves, hein? C'est-à-dire un livre qui aurait non seulement touché à la racine de l'inconscient, mais l'aurait en quelque sorte exhibé, retourné dans un mouvement de vérité dont je savais dès le départ que, en raison de la circoncision elle-même, de cette marque inconsciente qui est faite pour rester plus forte que toutes les prises de conscience, jamais je ne pourrais, et même je ne devrais, l'exhiber au grand jour. Donc je savais dès le départ que c'était un projet qui courait à l'échec et dont je ne laisserais en quelque sorte que une sorte de ruine ou d'archives dispersées ou de signal, de lueur qui de loin annoncerait ce que j'aurais pu vouloir faire si, etc., etc. Et si. Vite, les mémoires, avant que n'arrive la chose. Je passe beaucoup de choses, car je me hâte beaucoup. Accueille mes confessions, mes actions de grâce, mon Dieu, pour d'innombrables choses, même quand je l'étais. Mais je ne passerai rien de ce qu'en moi conçoit mon âme sur ta digne servante, celle qui m'a conçu pour me faire naître, et de sa chair à la lumière du temps et de son cœur à celle de l'éternité. Je vais dire les dons, non pas les siens, mais les tiens, en elle. Et comme en lui, en toute hâte, je confesse ma mère. On confesse toujours l'autre. Je me confesse veut dire, je confesse ma mère veut dire, j'avoue faire avouer ma mère, je la fais parler en moi, devant moi, d'où toutes les questions au bord de son lit, comme si j'espérais de sa bouche la révélation du péché, enfin, sans croire que tout revienne ici à tourner autour d'une faute de la mère en moi portée, dont on attendrait que j'en dise si peu que ce soit, comme le fit saint Augustin du goût subreptice de Monique. Jamais, vous entendez, jamais. La faute restera aussi mythique que ma circoncision. Devrais-je faire un dessin ? J'avais certainement le désir de lire ce texte tel que je l'ai écrit, comme dans le temps où je l'ai écrit, en face de ce tableau, tout près de ce tableau. L'enterrement d'Orgas, du comte d'Orgas, le titre déjà libère toutes sortes de rêves. Il se trouve que,
En 89, c'est la première fois où je suis venu à Tolède, ma mère était, dirais-je, mourante. Tous les mortels sont mourants, sont des mourants. Mais ma mère était, au sens commun du terme, mourante depuis des années, 3 ans au moins, ne reconnaissant plus les siens, ne me reconnaissant même pas moi-même, incapable de me nommer moi-même. Et comme vous savez, le texte que j'ai écrit, cette confession, est une sorte de veillée, de wake, si vous voulez, de ma mère, accompagnant sa mort. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, une phrase? Ce que je voulais souligner, qui est dit dans le texte, mais que je voudrais souligner, c'est que le jour où j'ai découvert ce tableau était l'anniversaire du jour où, l'année précédente, donc exactement à la même date, ma mère, si je puis dire, était morte, sans mourir. On m'avait, je le raconte ailleurs, on m'avait appelé, j'étais à Paris, on m'avait fait venir en me disant c'est fini. Et donc j'ai pris l'avion, préparé donc à l'enterrement de ma mère. Et puis quand je suis arrivé à l'hôpital, elle avait repris connaissance, c'était une sorte de résurrection. Elle avait traversé la mort, donc d'une certaine manière, le jour où j'ai découvert ce tableau à Tolède, c'était l'anniversaire de la mort passée, de la résurrection de ma mère. Comme si je revenais de ce voyage sans savoir, et c'est le temps même de ce texte qui s'appelle « Confession », sans savoir si sa mort ne viendrait pas interrompre une phrase ou une composition de ce texte-là. Toute écriture est construite sur des résistances. Elle n'existe d'écriture que là où il y a de la résistance, au meilleur et au pire sens du mot, et où résistance peut signifier aussi refoulement et répression. Je contiens, je confine par le geste même qui libère. Donc je peux libérer des forces d'écriture inouïes ou inédites, mais même cette libération n'est possible que là où, au moment où on transgresse et libère, on est en train de construire des digues, on est en train de construire des résistances, des structures qui vont protéger la possibilité de la transgression. Au moment où, de façon indécente, on fait sauter une limite, on fait sauter une barrière, eh bien, il y en a une autre qui est en train de se construire. Lire, c'est déchiffrer ça. C'est déchiffrer dans les écritures les plus inventives, dans les événements d'écriture les plus imprévisibles. Lire, c'est déchiffrer le calcul d'une protection de soi. C'est pas forcément le jeu qui, consciemment, sait ce qu'il calcule. L'inconscient calcule. Ça calcule. L'écriture calcule. Moi, je dois dire, bien que j'ai beaucoup écrit et publié, je n'arrive toujours pas à me défendre d'une espèce d'éclat de rire ou de pudeur. Mais pourquoi tu écris? Tu as l'air de supposer que c'est intéressant. Tu apportes ça chez un éditeur, tu écris, donc tu penses que les phrases que tu fais sont intéressantes. Et ce geste-là est absolument obscène d'une certaine manière. Hein. Donc le fait d'écrire est injustifiable de ce point de vue-là. Et donc, on demande pardon, comme quelqu'un qui se met à poil, il dit voilà, regardez, voilà, j'expose. Hein. Et naturellement, on demande pardon aussitôt. Pardonnez-moi de me faire l'intéressant. Donc dès que j'écris, je m'excuse auprès de l'autre, et même du destinataire ou de la destinataire, pour l'impudeur qu'il y a à écrire. C'est une première raison de demander pardon. Mais une autre raison structurelle, en quelque sorte fondamentale, qui moi m'inquiète toujours, me donne toujours beaucoup de soucis, et qui tient
à la structure de la marque et du langage. Dès que je laisse une trace, j'efface la singularité du destinataire. Même si je laisse un mot secret, écrit en secret, disant à quelqu'un voilà, je t'aime, c'est toi. Ce mot est destiné à toi uniquement. Je sais que dès que ce sera écrit et formulé dans une langue, en tout cas lisible, dès que la trace sera déchiffrable, elle perdra l'unicité du destinataire ou de la destinataire. Donc on dit, dès que j'écris, je nie en quelque sorte ou je blesse l'identité ou l'unicité du destinataire. Je ne m'adresse plus à telle ou telle personne. Je m'adresse à n'importe qui. Donc je suis tout le temps dans la trahison. L'écriture est une trahison de ce point de vue-là. Et donc, puisque je trahis en écrivant, je parjure en écrivant, eh bien, je ne peux pas ne pas être en train de demander pardon pour le parjure qui consiste à écrire, qui consiste à signer. Et là, la photographie, alors c'est des séances de... C'est pas de la photographie, c'est de l'hypnose. En général, pour une photo normale, c'est 2 secondes, 3 secondes. Là, ça peut durer 1 minute. C'est interminable. Je sais pas quoi faire. La voix d'un des 5 maîtres que Robert Castel vient d'évoquer, Charles Mousinho, dans un enregistrement de 1906. Si ceci ou cela arrive, par exemple le don, l'hospitalité pure, cela ne peut arriver et donc devenir possible que comme impossible. S'il y a la décision de la responsabilité, elles doivent passer par l'épreuve de l'aporie et de l'indécidable, c'est-à-dire de ce moment qui n'est pas seulement une phase, c'est un moment de certaine manière interminable, par l'épreuve de cette impossibilité de décider ou de disposer d'une norme ou d'une règle préalable qui permet de décider. De cette manière, il faut que, au-delà de tout, il faut identifiable, je ne sache pas où aller, ce que je dois faire, ce que je dois décider, pour que une décision, là où elle paraît impossible, soit possible. Et donc une responsabilité. Ce qui veut dire que s'il y a de la décision et de la responsabilité, elles doivent traverser le désert absolu. D'ailleurs, c'est souvent dans cette perplexité, cette impossibilité de se décider, de trouver sa route, qu'il arrive à certains voyageurs de se perdre. Et une des grandes figures de l'hospitalité en culture nomade, pré-islamique, c'est le récit du voyageur qui, ayant perdu sa route, arrive près de tentes où le nomade doit l'accueillir, a pour devoir, obligation de l'accueillir au moins pendant 3 jours. Donc l'oasis, l'aporie, le non-chemin, l'hospitalité, tout cela forme une même configuration de la culture.
j'ai fait l'expérience de ce qui aura pu être, d'une certaine manière, le contraire de l'hospitalité, de la part du pays et de la police qui m'arrêtaient, de la part des gardiens de prison qui menaçaient de me frapper, etc. Donc c'est le contraire de l'hospitalité. Et pourtant, dans la prison même, malgré le peu de temps que j'y ai séjourné, j'ai fait par 2 fois l'expérience d'une hospitalité dont le souvenir me reste très précieux, très cher. J'étais incarcéré vers 1h du matin. À 4 ou 5 heures du matin, on a jeté dans cette cellule un autre prisonnier, un gitan, un tzigane hongrois, et avec qui j'ai immédiatement noué des liens d'amitié intenses pendant quelques heures. Et il m'a initié à un certain nombre de choses, se proposant de s'occuper de laver les murs, parce qu'il fallait laver les murs, il fallait faire un certain nombre de gestes que les gardiens de prison nous commandaient de faire. Donc, pour dire les choses trop vite, pendant les quelques heures que j'ai passées avec cet homme, cette petite prison, j'ai fait une expérience d'amitié et d'hospitalité, telle que dans cette petite cellule, cet homme qui connaissait la prison mieux que moi m'y a reçu. Donc je commençais à rêver que cette prison me serait hospitalière. Et puis, malgré, encore une fois, la violence, la souffrance, parce que c'était quand même extrêmement cruel ce moment-là, il y avait quelque chose en moi, ça je l'ai dit quelque part, je ne sais plus où, quelque chose en moi qui répétait cette scène, qui vivait cette scène comme une répétition, comme si je l'avais désiré, comme si je l'avais anticipé, comme si je me laissais accueillir par quelque chose qui, au fond, avait déjà eu lieu et que je recommençais. Et cette répétition était comme un certain désir qui relève de l'hospitalité. J'étais accueilli dans un lieu qui était déjà préparé en moi. Au fond, comme si j'avais tout fait pour aller me faire emprisonner. D'ailleurs, quand on reconstitue l'enchaînement qui m'a conduit dans cette prison, tout se passe comme si j'avais tout fait toutes les imprudences qu'il fallait pour qu'on m'arrête et qu'on me mette en prison. Et donc, il y a là une répétition où il y a un mélange de torture, de souffrance, dont je ne veux pas trop parler, mais aussi de jouissance. Mais aussi de jouissance à cause de la répétition. Il y avait quelqu'un en moi qui disait c'est bien, ça n'arrive qu'à moi, et au fond je reconnais tout ça. Je retrouve un certain logement psychique, une certaine attente. Voilà, j'attendais ça d'une certaine manière. Ce qu'on pourrait dire d'une catastrophe constitutive de l'hospitalité, c'est qu'il n'y a d'expérience de l'hospitalité pure que là où une certaine catastrophe advient. Donc il faut penser que l'hospitalité qui mérite ce nom est une épreuve catastrophique contre laquelle, malheureusement, même les personnes et les nations et les communautés les plus hospitalières se protègent. Et elles se protègent par la loi, par le contrôle des frontières, par ce qu'on appelle les bonnes mœurs. C'est pourquoi l'hospitalité pure n'est pas une catégorie de la politique, ni même du droit, pas plus que celle du pardon. L'hospitalité limitée peut être une catégorie du droit. Elle était inscrite dans des conventions juridiques internationales. Tandis que l'hospitalité pure dont nous parlions tout à l'heure, l'hospitalité de catastrophe, disons, est hétérogène à la politique et au droit. Il n'y aura pas de politique ni de droit ouvert à l'événement de la catastrophe, par définition. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer au droit et à la politique. Il faut réaménager, à ce moment-là, le droit et la politique. Partout où le nous serait une espèce de communauté fusionnelle où la responsabilité
se noie, je vois un danger. Et par conséquent, et d'ailleurs j'ai en quelque sorte habitus contracté, une allergie à toute communauté de ce type-là. Mais en revanche, j'appellerais un nous, disons, acceptable, un nous fait d'interruption, un nous où ceux qui disent nous savent que ce sont des singularités qui ont entre elles un rapport interrompu. Eh bien, ça ne nous empêchera pas, non seulement ça ne nous empêchera pas de dire nous, et de nous parler, et de nous entendre, mais la condition pour que nous parlions et nous entendions, c'est que cette interruption du rapport demeure. Imaginez la proximité la plus grande possible entre deux êtres, hein. L'amour, l'expérience érotique, l'extase extrême, la distance n'est pas abolie, la distance infinie demeure. Le nous est une espèce, c'est comme quand on jette les dés ou quand on jette sa ligne, quand un pêcheur jette sa ligne, peut-être qu'il y a un nous de l'autre côté. On dit nous, c'est une promesse, c'est une demande, c'est un espoir, ça peut être aussi une crainte. Je dis nous, j'espère que c'est pas nous, qu'on n'est pas enfermé dans ce nous. Donc dire nous, c'est un geste fou, de telle manière, fou d'espoir, de crainte, de promesse, mais c'est certainement pas une tranquille assurance quant à ce qui est. Hein. Le nous, il n'y a pas de nous. Hein. On n'a jamais rencontré un nous dans la nature. Les sépultures des chats, là, on a déjà filmé. Oui, c'est vrai, sont là. On a des tombeaux de chats. Il y a des pierres, là, c'est pas très visible, hein, mais c'est là. Pardon. C'est en fait un plat algérien dans lequel on faisait cuire des galettes. Et là, qui est maintenant lui-même enterré, comme si la tombe était enterrée. Et le crèche, c'est celui-là, hein? Ça, c'est celui-là. Ça, c'est déjà une vieille tombe, ça, c'est une tombe de l'année dernière. Oui, c'est l'année dernière, c'est Lucrèce, que vous avez connu. Ouais. Ça, c'était le gros chat noir. Ici, c'est le lieu d'un fait divers qui a donné à Lorca sa pièce Les Noces de sang. Parce qu'il y a eu une mise à mort tout à fait symbolique d'une femme et sa mémoire endeuillée hante encore ce lieu. Donc le deuil infini de la femme est une hantise générale. Une hantise générale des lieux. Ce que je voulais suggérer en parlant des différences sexuelles au pluriel, c'est que chaque fois, il y a comme une tresse de voix, disons une plurivocité, on donnera ce mot plus d'un sens justement, une plurivocité qui travaille, laborieusement ou non, chaque voix. Et par exemple ici, puisque nous parlions tout à l'heure de plusieurs personnages de femmes, et Lorca, et tous ces fantômes qui viennent hanter le même lieu, et que d'une certaine manière nous prenons en nous au moment du deuil, au moment du recueillement dont vous parliez tout à l'heure, eh bien il faut bien que ces fantômes même, qui sont des voix masculines, féminines, même plusieurs qualités de voix, plusieurs places de voix féminines, composent entre elles, s'enchevêtrent ou se tressent entre elles, et d'une certaine manière, dès qu'on parle, alors dès qu'un je parle, ce je lui-même est constitué et rendu possible dans son identité de je par cet enchevêtrement de voix. Une voix habitant l'autre d'une certaine manière, entend l'autre. Et je crois que la répression, toutes les répressions, en particulier la répression sexuelle de la femme, commence là où on essaie de faire taire
une voix ou de réduire cet écheveau ou cette tresse à une seule voix, à une sorte de monologique. Tu vois. Donc la multiplicité des voix est aussi, d'entrée de jeu, l'espace ouvert aux fantômes, aux revenants, hein, aussi au retour de ce qui est refoulé, au retour de ce qui est exclu, forclos. Hein. Donc moi j'essaierai de penser ensemble la multiplicité des voix, la hantise, la spectralité, et aussi tout ce dont nous parlons depuis un moment, du côté du meurtre, de la répression, des différences sexuelles, de la femme, etc. Pour que cet espace démocratique s'ouvre, il faut qu'en chacun, citoyen ou citoyenne, il faut qu'en chacun, cette multiplicité de voix soit autant que possible libérée. Il faut que le citoyen et la citoyenne traitent bien au-dedans ces problèmes de voix, de différences sexuelles, de fantômes, etc., pour pouvoir les traiter comme il se doit au dehors. Si je suis tyrannique au-dedans de moi, j'aurais tendance à l'être au dehors. C'est pourquoi la politique, ça passe aussi par une espèce d'auto-analyse, par une sorte d'expérience de soi. Hein. Si on ne traite pas bien son inconscient, si une auto-analyse n'est pas toujours en train de se faire, l'exercice de la responsabilité politique en souffrira. Mon désir le plus tenace serait de recommencer, de revivre tout, le bon et le mauvais. C'est donc je sais que au présent cela fut mauvais aussi, c'est pas les souffrances après coup. Alors c'est la chance de cette espèce de sublimation, de transfiguration, de cette alchimie qui fait que le souvenir d'une souffrance devient un bon souvenir. Donc j'aurais envie de répéter, et c'est cela l'ombre de la mort, la peur, l'angoisse et la tristesse de la mort qui vient, c'est que j'aurais envie de recommencer encore et encore et encore les mêmes choses, sans même avoir à en inventer de nouvelles. Revivre ce que j'ai vécu. Là où la bénédiction s'arrête, et voilà la nuance ou la précision que je voulais apporter, c'est que quand quelque chose du passé, bon ou mauvais, qui fut bon ou qui fut mauvais au passé, continue aujourd'hui et continuera demain à porter des fruits ou avoir des résultats négatifs, que le négatif continue de proliférer, de vivre, voire de me survivre, voire risquer de me survivre, à ce moment-là, non, je ne veux pas recommencer. Et donc, quand le mal a un avenir, quand le mal passé a un avenir, si je puis dire, hein, à ce moment-là, je ne dirais pas que je maudis, mais je ne bénis plus. Je ne bénis plus. Ce qui est tragique dans l'existence, et pas seulement la mienne, c'est que la signification de ce que nous vivons, et quand on a une vie assez longue, ça fait beaucoup de choses, hein, la signification de ce que nous avons vécu, elle ne se détermine qu'au dernier moment, c'est-à-dire au moment de la mort, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'est-à-dire jusqu'au dernier moment, il peut se faire que ce que j'ai vécu, cru vivre comme une chose belle, bonne, noble, et donc appelant ce désir de retour à l'éternel, qu'à la fin de la vie, quelque chose vienne m'apprendre que ça a été mauvais. Qu'il y a eu là
un mensonge, une faute, la semence d'une catastrophe, etc. Et donc, à la dernière seconde, j'apprends quelque chose qui corrompt ou pervertit toute la mémoire heureuse que je garde. J'aurais voulu annoncer à G, ma mère, qui depuis toujours ne m'entend plus, ce qu'il faut savoir avant de mourir, à savoir que non seulement je ne connais personne, je n'ai rencontré personne, je n'ai eu dans l'histoire de l'humanité idée de personne, attendez, personne qui ait été plus heureux que moi, et chanceux, euphorique. C'est vrai, a priori, n'est-ce pas, ivre de jouissance ininterrompue. Mais que si je suis resté, moi, le contre-exemple de moi-même, aussi constamment triste, privé, destitué, déçu, impatient, jaloux, désespéré, et que si enfin les deux certitudes ne s'excluent pas, alors j'ignore comment risquer encore la moindre phrase sans la laisser tomber à terre en silence, à terre son lexique, à terre sa grammaire et sa géologique. Comment dire autre chose qu'un intérêt aussi passionné que désabusé pour ces choses, la langue, la littérature, la philosophie, autre chose que l'impossibilité de dire encore, comme je le fais ici, moi, je signe. كان ما شفت العين علاش القلب يتعب ما ينسى طاعة الدين